Ah bah ça fait du bien d'être de retour au studio parce que mine de rien, si vous avez suivi les dernières vidéos en date sur la chaîne YouTube, ça fait un moment qu'on n'est pas retourné, Jonas et moi, ici pour tourner une vidéo et il y a un petit côté confortable quand même. Hello tout le monde, on espère que ça joue, on est content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais pas si vous vous en souvenez, mais la toute première vidéo de 2023, on avait découvert et déballé ensemble notre nouvelle montre Breitling premier chronographe qui nous a été envoyée par Breitling et qu'on a la chance d'avoir pendant une année, voire peut-être même un peu plus. On verra. C'est ce que je pensais. Trop bien. C'est une Breitling. C'est la premier héritage. Oh là 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 là, folie. C'est la première héritage cadran pistache. Je pense pas qu'il y ait besoin, encore une fois, de vous rappeler en quoi Breitling est probablement l'une des manufactures les plus importantes, les plus renommées quand on parle de montres dotées de la complication chronographe. Entre la Breitling Navy Timer qui a fait tout le mythe autour de Breitling en matière de chronographe et aussi de la collection premier dont justement on va vous parler un petit peu dans cette vidéo, il n'y a pas de doute sur la question. Breitling est clairement l'une des plus grandes manufactures quand il s'agit de chrono. Depuis qu'on a cette montre dans notre collection, on la regarde tout le temps, on l'admire, enfin c'est un truc de malade et forcément on peut pas s'empêcher de la comparer à un autre chronographe de légende qu'on a pour le coup depuis bien plus longtemps dans notre collection et on a nommé l'Omega Speedmaster Moonwatch professionnel. Et en brainstormant un petit peu justement du coup sur une idée d'un classement des 2 meilleurs chronographes de l'histoire, on s'est dit que ça sonnait pas super, un classement de 2 bof. Ouais. Du coup il nous fallait une 3e montre, un 3e chronographe pour vraiment faire un top 3. On aurait pu bien entendu choisir la mythique Rolex Daytona. Mais bon, je crois qu'on n'a pas besoin de vous rappeler de ce qu'on pense réellement de Rolex. On aurait pu aussi choisir par exemple l'Universal Genève Tricompax, qui est là encore une fois un modèle chronographe extrêmement mythique, extrêmement important dans l'histoire, mais on n'est pas du tout sur les mêmes années, et puis en même temps en matière de tarifs, c'est très compliqué d'en parler. Donc on a fait un peu le pour et le contre, on a brainstormé, et on a fini par choisir bien entendu la légendaire Zenith El Primero. Et selon nous, l'Omega Speedmaster Moonwatch professionnel a toujours constitué un peu une base de départ, une référence dans les chronographes. C'est pas pour rien, puisque je possède cette montre maintenant depuis presque 3 ans, on en parle énormément sur YouTube, et vous le savez, on a un affect particulier pour la manufacture Omega. Ouais, clairement. Mais quand on a découvert cette Breitling premier chronographe, notre vision, on s'est rendu compte que ça a un peu évolué, qu'il y a d'autres interprétations, d'autant plus que quand on a découvert la Zenith El Primero, là c'est encore autre chose. Ouais, c'est ça. En venant avoir ces 3 montres finalement un petit peu devant les yeux, on s'est rendu compte qu'il y avait 3 manières de faire les choses, pourtant dans un même univers. Et c'est de ça dont on va vous parler dans cette vidéo. Et d'ailleurs, petite mention spéciale à François, je crois que c'est l'un de nos plus fidèles abonnés. Il nous a prêté cette Zenith El Primero, donc on le remercie infiniment pour ça. Et justement, on voulait profiter de cette vidéo pour vous annoncer qu'on organise un nouvel événement à Genève en collaboration avec le Boreal Coffee et nous-mêmes. Et ça se passera le jeudi 2 mars entre 18h30 et 22h. Alors on vous laisse aller faire un petit tour dans la description, vous verrez, il y aura toutes les infos, comment vous inscrire, etc. Bon, revenons un petit peu à ces 3 modèles chronographes de légende et vous verrez que ces 3 modèles ont la particularité de partager plusieurs points communs. Vous allez mieux comprendre. Le premier point qui nous a permis de les comparer, c'est le prix, tout simplement. Il faut savoir que sur l'Omega Speedmaster Moonwatch, on est à 7200 francs. On monte justement d'un petit cran avec la Breitling premier qui se situe à 7890 francs. Et là, on touche le top du panier avec la Zenith El Primero qui se situe à 8400 francs. Le prix qu'on vous donne, c'est sur bracelet cuir. Parce que la première de chez Breitling est équipée uniquement sur bracelet cuir. Donc on les a tout adaptés, mais bien sûr, vous pouvez avoir aussi bien l'Omega sur bracelet acier que la Zenith sur bracelet acier aussi.
Et le deuxième point commun, au-delà du prix, il s'agit des calibres, des mouvements que ces 3 montres embarquent. La chose qui est importante de savoir, c'est que chacune des 3 montres sont dotées d'un mouvement manufacturé par la marque en question. Donc c'est le cas de Breitling, c'est le cas d'Omega et c'est le cas de Zenith. Sans parler qu'on est sur aussi des calibres de légende d'un point de vue historique. Et très intéressant sur aspect technique et visuel. Et il y a 2 montres en tout cas qui partagent la même complexité, c'est qu'elles sont équipées d'un calibre à remontage manuel. Ouais, alors ça c'est pour l'Omega Speedmaster qui a l'ancien calibre sur ma génération, le 1863, pour la première de chez Breitling qui a le fameux B09, et puis par contre pour la Zenith El Primero, là on est sur un mouvement automatique, le El Primero qui a équipé, il y a déjà un petit moment, les Rolex Daytona, donc c'est un mouvement qui n'a plus rien à prouver, et là on est sur une toute autre interprétation que ce que le chronographe peut nous donner. Pour résumer finalement cette partie mouvement qu'équipent ces 3 montres, concernant la Speedmaster, on est sur une interprétation d'un mouvement manufacturé, comme Jonas vient de vous le dire, qui est manuel, qui est très particulière. Quand on l'observe, Jonas et moi, on a cette sensation d'un mouvement assez brut dans sa conception, mais toutefois assez profond, assez vintage, avec ces différentes platines qui créent vraiment des niveaux d'observation. On a vraiment cette sensation de se plonger dans un mouvement quand on l'observe au fond de boîte transparent. Et ça, c'est hyper agréable. On a justement, pour un point de vue un peu plus technique, une roue à cam qui va venir véritablement faire fonctionner la fonction chronographe de la montre. Une roue à cam étant une partie qui se différencie de la roue à colonne, la roue à cam étant un peu moins technique, un peu moins compliquée à élaborer pour une manufacture, mais justement, d'un point de vue esthétique, ça lui confère quelque chose d'intéressant, justement aussi plus brut, comme on vous le disait au début. Et ce que Jonas et moi aimons beaucoup avec ce calibre 1863 de chez Omega, c'est que quand on l'observe, on a quelque part un petit peu la sensation de regarder un calibre 321, qui est le calibre le plus mythique qu'a jamais équipé la Speedmaster, dérivé à l'époque d'un mouvement Le Mania. Enfin bref, on est sur tout un héritage de mouvements de calibre de la part d'Omega qui est vraiment intéressant, d'où l'aspect historique et mythique. Et à la différence de justement ce calibre 1863 de chez Omega, chez Breitling, sur le calibre B09, on est un peu sur une autre interprétation. Complètement. Plutôt quelque chose de moderne. Des grosses platines avec des finitions très franches sur les angles. Enfin, quelque chose d'un petit peu plus massif qui donne moins l'impression de couche, mais une impression de modernité. Mais ça, c'est joli aussi, hein. Ça a certains looks. On est moins sur une interprétation vintage comme elle 1863 d'Omega, plus sur une interprétation, comme le disait Jonas, plus moderne avec des platines très franche, une décoration beaucoup moins affirmée, moins de chanfrein, moins d'anglage, etc. Ce qui est aussi une autre interprétation et très agréable. Je suis d'accord avec toi, mais il y a un petit truc en plus que cette montre a et que l'Omega n'a pas, c'est une roue à colonne. Et ça, par contre, ça nous fait tout droit revenir un petit peu dans le passé. Ouais, clairement. C'est vrai que quand on est un petit peu puriste, on peut pas s'empêcher de se dire qu'une roue à colonne est vraiment la bienvenue. C'est beau, c'est agréable à regarder quand on enclenche le chrono, qu'on le remet à zéro, etc. C'est intéressant. Et là, pour le coup, avec le B09, il y a une roue à colonne. C'est plutôt chouette. Et le El Primero, justement, embarque la même complexité. Mais c'est autre chose. Et c'est autre chose parce que on a un petit peu l'entre-deux montres. On a à la fois le côté moderne du B09, à la fois le côté vintage du 1863, avec une certaine profondeur, des roues qui sont un peu plus évidées, un peu plus fines. Et moi, j'aime bien ce mouvement parce que il apporte un peu les deux mondes avec sa masse oscillante automatique. C'est ça, exact. Comme on a la masse oscillante, on a un côté moderne, un côté plus rempli comme ça, donc on se rapproche un petit peu du côté Breitling B09, mais en même temps, comme Jonas vous le disait, des platines très évidées, très décorées, avec une sensation de couche au niveau du mouvement, donc une profondeur esthétique hyper agréable, hyper cool. Donc là, un petit peu plus le côté Le Mania, Omega, etc. Pour moi, effectivement, avec ce Zenith El Primero, on est dans un entre-deux mondes qui est juste absolument incroyable. Ouais, et comme on vous le disait tout à l'heure, c'est un mouvement mythique qui a équipé de nombreuses montres. Et il y a un truc à noter sur ce fameux El Primero, c'est le fait qu'il tourne en 36 000 alternances. C'est vrai. Et ça veut juste dire une chose, c'est que c'est du high beat. Et en termes de performance, en termes de complexité de mouvement, on va pas se mentir, on est quand même un petit cran au-dessus. On est un petit cran au-dessus. Esthétiquement, ça ne se verra pas. Mais par contre, effectivement, en matière de traduction de la part de la manufacture Zenith, ça vous fait dire une chose, c'est qu'on est sur un mouvement aussi beaucoup plus moderne en matière de technicité. Pour l'occasion,
nous avons équipé ces 3 chronographes mythiques avec 3 de nos bracelets en cuir 100% conçus à la main à Genève. On trouve toujours fou comme le fait d'équiper une montre avec un beau bracelet change tout. Et quand on voit ça, on est très fiers de nos bracelets. Pour les curieuses et curieux, on vous invite à aller les regarder sur notre site internet que vous retrouverez en description. Allez, maintenant place à la suite de la vidéo. Ce qui est intéressant quand on vous parle de mouvement et de calibre de ces 3 montres, c'est qu'on parle aussi bien d'un point de vue technique, donc ce que les manufactures cherchent à vous faire comprendre et à vous donner comme aspect technique de la montre, et aussi d'un point de vue esthétique, parce que forcément on a des fonds de bois transparents à chaque fois, donc on a vraiment de la part de la manufacture une volonté de vous donner quelque chose d'un point de vue esthétique, de vous faire comprendre un univers. Et ça c'est hyper intéressant, parce que du coup on est dans un esthétique qui est raccord avec plein d'autres éléments, avec tout un autre contexte, d'un point de vue historique, d'un point de vue tradition, et aussi l'identité de la manufacture en question. Bon, bah commençons peut-être par la plus vieille, la petite mamie de ce top 3, c'est la Breitling premier. On voit déjà les premières apparitions dans les débuts des années 40. Et ce qui est assez dingo, c'est qu'on reprend les mêmes éléments dans le cadran. Déjà, les chiffres arabes, en plus de ça, les mêmes types de cornes, les mêmes poussoirs, la même couronne. Donc on est vraiment dans l'interprétation assez fidèle. Ouais, clairement, on est sur effectivement l'origine esthétique la plus ancienne des 3 modèles qu'on a à vous présenter dans cette vidéo, avec cette Breitling premier chronographe. Ce qui est intéressant avec ce modèle premier chronographe que Breitling réinterprète aujourd'hui, c'est qu'on est véritablement de la part de Breitling pour une volonté de se détacher un petit peu de la vision outil que peut représenter une montre dotée de la complication chronographe. Là, on a l'habitude justement de voir la fameuse Navy Timer chez Breitling, qui est pour le coup, avec sa règle à calcul, etc. On peut pas faire plus. Le chronographe outil par excellence. Là, on a plus une réinterprétation de ce que peut être une montre chronographe plus élégante au quotidien. Ouais, et puis presque 17 ans plus tard, on voit débarquer l'Omega Speedmaster, donc en 1957, pour les toutes premières versions, et on vous invite à aller checker la vidéo sur la réinterprétation de 57 qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça, fin de l'année passée. Pour le coup, Omega sont arrivés un petit peu plus tard et l'ont vachement décliné jusque dans les années juste avant 70, 69, date de l'annulissage, où on retrouve exactement la même forme que la Speedmaster que j'ai au poignet de quasiment tous les jours. C'est ça, exactement. À la différence de cette Breitling premier, c'est qu'effectivement, le design de la Speedmaster de 57 à finalement, bien plus tard, elle a pris un moment à avoir la tête qu'on lui connaît, elle a beaucoup évolué avec le temps, et c'est hyper intéressant à constater. Et comme par hasard, marrant, hein, en 69, il y a eu l'annulissage, et il y a eu aussi la première Zenith El Primero. Coïncidence? Je ne crois pas. Je crois pas, là, pour le coup. Quand Zenith a fait naître son calibre El Primero, donc vous l'aurez compris, hein, bien après beaucoup d'autres manufactures en matière de chronographe, pourtant ce mouvement il est devenu tout de suite mythique, pour une raison très très simple, c'est son côté technique, comme on vous en parlait un petit peu plus en amont de la vidéo. On est sur du 36 000 alternances par heure, et là tout de suite, il y a eu quelque chose qui est venu tout de suite dire, ok, on est sur un calibre qu'on a certes sorti un petit peu plus tard que les autres, mais il envoie du pâté en matière de technicité. Il est justement hyper intéressant de voir que ces 3 modèles sont extrêmement ancrés dans leur passé, mais pour le coup, ont 3 visions, 3 interprétations complètement différentes. Il y a justement certains écarts qui ont été un peu faits, entre guillemets. Le Breitling avec le B09, c'est une montre à la base très vintage, une réinterprétation, pourtant le mouvement se veut très moderne. Quand on tient dans les mains ces 3 modèles chronographes, chacune de 3 manufactures différentes, chacune avec leur histoire différente, avec leur héritage, avec leur ADN aussi différent, finalement c'est hyper cool de constater à quel point on est face à un même objet
finalement une montre dotée de la complication chronographe qui est interprétée de 3 manières différentes. Moi, je trouve ça toujours fascinant quand tu tiens un objet comme ça qui se veut répondre aux mêmes critères, aux mêmes besoins finalement. Des charges, ouais, finalement. au même cahier des charges et qui pourtant sont très différentes l'une et l'autre parce qu'on est sur 3 entités différentes. Moi, je trouve ça fascinant d'un point de vue créatif, d'un point de vue historique et d'un point de vue technique. Ouais, et je crois que vous l'aurez compris, une fois n'est pas coutume, on ne peut pas faire un choix puisque finalement, il n'y a pas une montre qui est meilleure que l'autre. Nous, on va justement vous laisser, après toute cette vidéo, après toute cette explication, faire votre propre choix. Donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes plutôt Speedmaster, plutôt premier de chez Breitling ou bien même la Zenitel Primero. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à nous suivre en espérant que c'est déjà fait. On se retrouve sur une prochaine vidéo et comme d'habitude, n'oubliez pas, d'ici là, soyez à l'heure. Qu'est-ce que c'est beau, Mazette. Elle est belle, hein.